Bienvenue dans la Montessori financière, le podcast pour les parents qui savent qu'il n'y a pas besoin d'attendre 30 ans pour apprendre à gérer son argent. Ici, on accompagne nos enfants à voir l'argent pour ce qu'il est, un outil à comprendre, à manipuler, à expérimenter pour prendre des décisions financières adaptées à leur vie future. Chaque semaine, je te guide pour introduire l'éducation financière simplement avec des bases concrètes qu'ils pourront utiliser toute leur vie. Ce que je remarque souvent, particulièrement avec les mamans que j'accompagne, c'est qu'il y a cette pression qu'on se met, nous les mamans, quand on découvre un nouveau concept, une méthode, une ressource qui pourrait aider nos enfants. Et là, on se dit, il faut que je le fasse tout de suite, il faut que je fasse tout, et surtout, il faut que je le fasse parfaitement. Sinon, on culpabilise, on se sent nul, comme si on avait raté un wagon, comme si on avait déjà mal commencé. Alors aujourd'hui, on va parler de tout ça parce que pour moi, tu n'as pas besoin de transformer chaque dimanche en masterclass de gestion budgétaire avec ton enfant pour pouvoir avoir ce sentiment d'avoir fait les choses correctement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est l'effet d'accumulation qui fait tout le travail pour toi. Il agit même quand toi, tu as l'impression de ne rien faire d'extraordinaire. Et si tu es comme moi, une ancienne bonne élève qui est reconvertie en maman un peu trop exigeante avec elle-même, tu vas voir que ça va te faire du bien. Alors, l'effet d'accumulation, c'est quoi exactement? C'est le principe selon lequel des petites actions régulières, répétées et ancrées dans le quotidien produisent des résultats qui sont massifs sur le long terme. En finance, on pourrait comparer ça aux intérêts composés. C'est-à-dire que si tu mets 1000 euros, si tu investis 1000 euros, les intérêts s'accumulent, puis les intérêts des intérêts, et au bout de 10 ans, tu ne reconnais plus cette somme que tu as vue puisqu'elle a carrément augmenté. Eh bien, dans l'éducation financière, c'est exactement la même chose. Tu crois que parler juste 2 minutes d'argent à ton enfant autour de la table ou vite fait dans la voiture, ça ne sert à rien. Tu crois que montrer à ton enfant que tu compares deux prix au supermarché en te basant sur le prix au kilo et non pas le prix affiché, c'est inutile. Tu crois que le laisser payer sa crêpe lui-même, c'est juste un épisode tellement anecdotique que ça n'aura pas de résultat? Eh bien non. À chaque fois, tu poses une graine, tu l'arroses un petit peu chaque jour et tu la laisses mûrir au soleil, grandir. Et un jour, ton enfant va te sortir une réflexion et là, tu vas te dire, OK, il a intégré ce que j'ai essayé de lui enseigner. C'est exactement comme quand il a appris à faire du vélo. Il lui a fallu des semaines, des mois peut-être, des chutes, des hésitations, des pleurs. Il s'est relevé, tu l'as encouragé, tu l'as tenu, tu l'as poussé à recommencer. Et un jour, c'était bon. Il pédalait tout seul. Et tu n'as plus besoin d'être là à chaque pas. Eh bien, c'est exactement la même chose pour l'éducation financière. Au début, il tombe. Il oublie la répartition. Il dépense tout. Il regrette. Il râle même. Et toi, tu es là. Tu accompagnes, tu rassures. Tu expliques encore une fois. Et un jour, tu verras, il va calculer tout seul. Il va se fixer un objectif. Il va peut-être repousser un achat. Et ce jour-là, tu comprends que tout ce que tu as semé commence à prendre racine. Le psychologue et pédagogue Piaget, Jean Piaget, a travaillé sur le développement de l'enfant et il explique que l'enfant passe par des stades successifs de développement cognitif et que chaque étape repose sur l'accumulation de ce qui a été construit avant. Par exemple, il ne peut pas raisonner en termes abstraits avant d'avoir expérimenté des choses concrètes. Donc, lui expliquer les intérêts composés à 10 ans n'a aucun sens s'il n'a jamais manipulé une pièce de 2 euros ou pris ses propres décisions d'achat au préalable. Il a montré que les enfants construisent leur intelligence par stade à partir de répétitions d'expériences concrètes. Donc, entre 6 et 12 ans, l'enfant rentre dans le stade des opérations concrètes. Il devient capable de manipuler des idées, de comprendre des notions plus complexes comme la réversibilité, la quantité, le nombre, simplement parce qu'il a déjà manipulé tous ces éléments-là avant. Il arrive à faire de l'abstraction parce qu'il est passé par le concret avant. Mais il a besoin d'y revenir souvent. Il a besoin d'essayer, de rater, de recommencer. Autrement dit, il ne comprend pas tout en une fois et une seule fois pour toutes. Il va comprendre par couches et chaque couche s'accumule sur la précédente. D'ailleurs, Maria Montessori disait que l'éducation, c'est un travail invisible. C'est vraiment une des phrases que je garde en tête quand je me dis que je n'ai pas été assez loin cette semaine dans les actions que je pose pour l'éducation financière de mes enfants. On ne mesure pas l'efficacité à ce que l'enfant restitue tout de suite. On observe son absorption qui est lente, la répétition autonome, l'intérêt qui se manifeste à nouveau plus tard. Et ça, c'est exactement l'effet d'accumulation. Tu n'as pas besoin de tout voir maintenant
pour savoir que ça travaille. Si on revient à Jean Piaget, il identifie qu'entre 6 et 12 ans, ce qu'il appelle les stades des opérations concrètes, c'est là que l'enfant devient capable de comprendre les relations entre les objets et les concepts, de faire des classifications, des comparaisons, de réfléchir à des situations qui sont logiques et concrètes. Traduction. Pour nous, mamans, c'est le moment idéal pour parler d'argent à nos enfants. Pas de concepts abstraits, mais de choses très concrètes. Tu veux acheter ça. Regarde combien tu as. Tu veux économiser pour t'acheter ça. Faisons un plan ensemble, étape par étape. L'enfant a la plasticité cérébrale, la curiosité, la motivation et surtout le bon âge pour comprendre. Donc, il n'a pas besoin d'un cours magistral. Il a juste besoin d'une vie qui lui montre comment ça fonctionne. Parce que c'est le moment où leur cerveau adore répéter, structurer, organiser. Et c'est ce que Maria Montessori appelle la période de l'esprit raisonnant. Entre 6 et 12 ans, l'enfant entre dans l'âge de la construction de l'intelligence. C'est un âge de conquête, de logique, de structure mentale. Elle disait que l'enfant de cet âge veut comprendre comment le monde fonctionne. Et dans la même lignée, Jean Piaget décrit cette période comme le stade des opérations concrètes. Donc, il comprend la notion de conversion, la quantité, le volume. Il commence à raisonner logiquement et il est prêt à manipuler ces notions comme la valeur, le choix, le temps, la planification. C'est donc, encore une fois, le moment idéal pour introduire des concepts financiers simples car l'enfant commence à construire un cadre mental solide pour pouvoir organiser ses informations. D'ailleurs, certaines recherches, dont celle menée par Angela Duckworth, psychologue à l'Université de Pennsylvanie, montrent que la régularité et l'effort modéré, mais constant, surpassent l'intensité ponctuelle dans le développement des compétences de l'enfant. Autrement dit, mieux vaut 10 minutes par semaine pendant 3 mois que 2 heures d'un coup tous les trimestres. D'ailleurs, il y a des recherches qui sont menées par la Learning Science Institute qui montrent aussi que l'apprentissage distribué permet une meilleure rétention à long terme que l'apprentissage massé, c'est-à-dire d'un seul coup. Ce qu'il faut retenir, ça veut dire qu'il ne faut pas viser les grands discours ni les gros projets. Il faut plutôt viser la répétition, la régularité et la simplicité. Un seul geste, une seule discussion, un seul exemple, mais chaque semaine. Du coup, l'enfant devient capable de généraliser, de se poser des questions morales, économiques et sociales. Maintenant, on va essayer de voir pourquoi cet effet d'accumulation peut être challengeant pour toi, pour une maman qui a le syndrome de la bonne élève. Parce que la bonne élève en toi veut bien faire. Elle veut très bien faire. Et très souvent, elle croit que si ce n'est pas bien fait, alors ça veut dire que c'est mal fait. Alors tu vas repousser le moment où tu vas avoir cette conversation. Tu vas attendre d'avoir le bon moment, le bon outil, la bonne énergie. Et bien, en attendant, tu ne fais rien. Il n'y a rien qui se passe. Et tu culpabilises encore plus. Alors là, je veux vraiment que tu gardes en tête une chose hyper importante. Ce qu'il faut, c'est déjà commencer et répéter, même si tu le fais de manière imparfaite à tes yeux. Voici quelques éléments qui vont peut-être t'aider à identifier si tu as le syndrome de la bonne élève. Tu veux faire bien, tu veux faire juste, tu veux cocher toutes les cases, suivre le programme à la perfection, être une maman au top. Et du coup, quand tu rates une semaine, tu t'auto-flagelles. Tu te dis, je ne suis pas régulière, je ne suis pas assez structurée, j'ai encore laissé passer une occasion parce que peut-être que tu te dis qu'un vrai moment d'éducation financière, ça doit ressembler à un atelier de 45 minutes avec des supports, avec des objectifs pédagogiques, avec des fiches à remplir et des activités manuelles qui accompagnent tout ça. Mais l'effet d'accumulation ne te demande pas d'être constante à 100%. Il te demande de revenir encore et encore, même après un trou de 10 jours, même après une période qui t'a semblé compliquée. Ce qui compte, c'est de commencer et de recommencer. Je ne te dis pas que ça va se faire tout seul, mais je te promets, plus tu attends et plus ce sera lourd. Plus tu anticipes et plus ça deviendra naturel autant pour toi que pour tes enfants. Au début, tu vas tâtonner, tu expliques, peut-être même que tu vas t'énerver, mais ensuite, ça rentre dans le quotidien, comme se brosser les dents. Ça devient fluide parce que c'est devenu une routine, un automatisme. Ce que tu sèmes aujourd'hui, rappelle-toi que tu le fais pour que ça ait un effet majeur dans 10, 15 ou même 20 ans. Tu ne fais pas ça pour qu'il gère mieux ses 10 euros aujourd'hui. Tu le fais pour que, quand il aura 25 ans, il sache faire un budget sans paniquer. Il se dise non à un crédit qui est inutile ou alors s'il décide de faire un crédit, c'est parce que ça sert à sa stratégie. Pour qu'il sache différer une envie au lieu de tout dépenser immédiatement et surtout pour qu'il se sente
capable de le faire. Et ça, tu ne peux l'installer qu'en commençant tôt et en le faisant petit à petit, progressivement. Et rappelle-toi que l'environnement que tu as mis en place travaille pour toi, même quand toi, tu n'as pas le temps de le faire. Dans un épisode précédent, je te mettrai le lien en description, on parle des 5 environnements Montessori. L'environnement physique, ce qui entoure ton enfant dans la maison, l'environnement émotionnel, le climat affectif et relationnel, l'environnement dynamique, qui inclut les rythmes, les habitudes, les interactions, l'environnement temporel, donc la notion de temps, de routine, de cycle, et l'environnement social, donc les valeurs qui sont véhiculées autour de lui et l'importance qu'il accorde à l'humain, à l'impact qu'il peut avoir. L'environnement, c'est ce qui va te sauver les jours où tu n'as plus d'élan pour pouvoir impulser une petite conversation sur l'éducation financière. Et là, on touche à un principe fondamental de la pédagogie Montessori, qui est l'environnement préparé. C'est lui qui fait le travail quand toi, tu es fatigué. Il t'accompagne, il renforce ce que tu fais. C'est lui qui va prendre le relais quand tu n'as plus la force de poser un cadre structuré parce que tu auras déjà travaillé sur ça dès le départ. Par exemple, l'environnement physique, ce sera peut-être des livres qui vont parler d'argent que tu auras mis dans sa chambre. Ce qui fait que peut-être qu'un soir, en rentrant, tu vas le voir feuilleter ce livre et il va te poser des questions et te demander de lui donner plus d'informations ou même peut-être qu'il aura juste intégré et tu n'auras pas besoin de revenir tout de suite dessus. Peut-être que ce sera aussi juste les différentes enveloppes que tu auras créées avec lui, donc dans son environnement physique. Et du coup, quand il aura reçu une pièce, peut-être que spontanément, tu le verras aller mettre cette somme dans une des enveloppes. L'environnement social, en quoi il peut t'aider, ça peut être tout simplement, peut-être que dans ton entourage, tu as discuté de l'importance de l'éducation financière des enfants et que d'autres mamans ont essayé, pas essayé, d'autres mamans le mettent en place. Et du coup, quand tes enfants vont prendre le goûter chez des copains, peut-être qu'il y aura une conversation sur l'argent qui va se mettre en place ou une petite réflexion. Dans l'environnement dynamique, il peut aussi y avoir des routines que tu as mis en place. Et s'il se trouve que dans la semaine, tu n'as pas eu le temps de faire cette routine, peut-être que ton mari, ton compagnon ou un autre enfant va te dire on devait faire ça, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Tu as mis en place cette routine, donc c'est un rappel. Quand on vient te voir, c'est un rappel que vous aviez planifié ça. Donc on le fait pas, à toi de voir. Il y a aussi l'environnement émotionnel. Tu auras instauré un climat de confiance avec ton enfant, ce qui fait que quand il va ressentir une émotion liée à l'argent ou à une situation qui peut porter un apprentissage sur l'éducation financière, spontanément, il sera plus à l'aise pour venir t'en parler et donc déclencher ce petit instant d'éducation financière en plus. Alors, si tu ne l'avais pas compris, l'environnement préparé, je sais que ça demande peut-être du temps au départ, ça demande de réorganiser des choses qui n'étaient pas totalement naturelles chez toi, ou c'était dit, les routines étaient peut-être là, mais pas structurées. Là, vraiment, mets-le en place dès le départ. Si tu dois commencer par préparer quelque chose, prépare les environnements pour que ça puisse t'aider, que ça puisse te soutenir et soutenir l'enfant dans les moments de creux comme ça. Maintenant, dans ton environnement dynamique, crée une routine qui soit assez minimale pour que même quand tu as l'impression de ne pas avoir de la force, même quand tu as l'impression que ça ne sert à rien, au moins cette petite routine, elle est si simple, si facile à mettre en place que ça te laisse un repère, un minimum social, je dirais, qui te permet d'apporter la base d'éducation financière à ton enfant. Je te recommande de faire en sorte que ce soit le moment du bilan financier à la fin de la semaine. Même si ça peut être un moment qui est challengeant, c'est-à-dire que si rien n'a été fait en termes de revenus ou d'organisation, oui, ça va te demander de toi et ton enfant de voir ce qui devait être fait et n'a pas été fait et peut-être relancer la machine. Et si tu rates une semaine, encore une fois, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. On recommence la semaine d'après. Respire, ce que tu construis, c'est une culture, ce n'est pas une performance. On est vraiment dans un marathon sur des années et non pas un sprint. Et puis, garde en tête que plus tu commences tôt, plus ça aura de l'impact. Plus tu auras de temps, ton enfant aura de temps pour intégrer tout ce que tu lui enseignes, plus tu auras le droit à l'erreur et lui aussi, pendant que tu es encore là pour l'accompagner, plus il aura d'expériences qui vont s'additionner et donc renforcer ses connaissances, moins il y aura de stress plus tard pour toi comme pour lui quand il devra gérer son budget de manière autonome. C'est aussi beaucoup plus simple parce qu'à 7 ans, ils sont curieux. Entre 6 et 12 ans, ils sont curieux, ils écoutent, ils posent des questions, alors qu'à 17 ans, ils sont plutôt dans l'optique de vouloir faire tout seul et parfois, tu n'as plus beaucoup de place
pour pouvoir intervenir. Ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est ça. Tu n'as pas besoin de tout faire cette semaine. Tu n'as pas besoin d'avoir tous les outils en main. Tu n'as pas besoin d'être une experte. Tu as juste besoin de commencer et de recommencer, de semer la graine, d'arroser et de faire confiance, parce que dans l'éducation financière, c'est comme dans l'éducation tout court. Ce sont les petites choses répétées dans la durée qui font les grands changements. Quand ton enfant est petit, ne te dis pas on verra plus tard, ou il est trop jeune, ou il ne gagne pas encore d'argent, ou il n'a pas besoin de savoir tout ça maintenant, parce que ce plus tard, il arrive plus vite que tu ne penses. Il commence à recevoir de l'argent pour Noël, pour les anniversaires, pour les différentes occasions de la vie. Il te demande des sorties, il te demande de lui acheter des choses, lui-même veut s'acheter des choses tout seul, et quand tu n'as rien posé comme base, ça devient flou. Tu fais au feeling et du coup, lui aussi, il fait au feeling. Alors que si tu as commencé petit à petit, tôt, régulièrement, il aura déjà des repères. Et toi, tu auras évité des discussions enflammées sur pourquoi tu veux encore acheter ça, ou il y a des choses qui sont bien plus importantes que ça. Je suis tombée sur cette phrase très simple mais qui a résonné chez moi. Plus tu t'y prends tôt, moins les efforts seront importants. Et là, j'ai tout de suite pensé à l'éducation financière parce que cette phrase résume exactement ce que je cherche à transmettre ici avec ce podcast. Quand tu expliques à un enfant de 8 ans qui ne peut pas tout dépenser d'un coup, tu le fais avec des mots simples, il t'écoute, il peut râler, mais il va intégrer. Mais si tu expliques ça à 18, 20 ou 25 ans, quand il a déjà développé des automatismes, il a goûté à l'argent libre, et je mets libre entre guillemets, qu'il a déjà des envies de vêtements, de voyages, de lifestyle, là c'est plus dur. C'est de la déconstruction et c'est plus lourd pour lui et c'est plus lourd pour toi également. Là, c'est de la déconstruction et c'est bien plus lourd, autant pour lui que pour toi. Ce que tu fais aujourd'hui avec ton enfant, ce n'est pas pour qu'il te félicite ce soir. Ce n'est pas pour qu'il trouve ça cool. Ce que tu fais aujourd'hui avec ton enfant, c'est pour qu'en 2035, 2040, il sache gérer un revenu, dire non à une dépense impulsive, faire un budget, planifier un projet, construire une vie qui soit alignée avec ses vraies priorités. Alors oui, ça peut être frustrant aujourd'hui. Oui, tu vas répéter, oui, tu auras sans doute des jours où tu auras l'impression que ça n'avance pas, mais rappelle-toi que ce n'est pas pour maintenant que tu le fais. Là, on a une vision à très, très long terme et ça vaut chaque minute que tu y consacres aujourd'hui. Donc, retiens bien, tu n'es pas là pour tout faire parfaitement. Ce que tu fais, même si tu as l'impression que c'est petit, ça compte. L'effet d'accumulation travaille à ta place les jours où tu n'y arrives pas. Montessori et Piaget nous confirment que l'enfance, entre 6 et 12 ans, c'est le moment optimal pour intégrer ces apprentissages. Donc, vas-y, fonce, même si tu as l'impression de ne pas le faire correctement, c'est toujours mieux que si tu le faisais pas du tout. Et surtout, prends le temps de préparer les différents environnements. C'est pour pouvoir te protéger, c'est pour pouvoir accompagner ton enfant et lui permettre d'apprendre même quand toi, tu n'es pas disponible. C'est déjà fini. Pense à t'abonner et à laisser un avis 5 étoiles. Si tu n'en vois pas l'intérêt, sache qu'en plus d'être informé de chaque nouvel épisode, tu contribues au succès de ce podcast. Plus il y aura de mamans impliquées comme toi dans l'éducation financière de leurs enfants, plus nous aurons des enfants capables de réfléchir, décider et agir avec l'argent de manière stratégique et intentionnelle. Alors je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, rejoins-moi sur Instagram sur la Montessori financière.